quels sont les indices tectoniques de l'épaississement de la croûte continentale dans les chaînes de montagne? D'abord les failles inverses, les plis et les chevauchements. Failles inverses, plis et chevauchements sont tous les trois dus à une compression très importante qui a pour conséquence un raccourcissement de la croûte, mais aussi un épaississement de la croûte. Voici quelques exemples tirés du diaporama fabriqué par Charlemagne Pichon. Des plis, qui sont des déformations plastiques. On observe ici les strates. Toujours un pli. Enfin, des failles inverses, déformations cassantes des roches. Failles inverses, déformations cassantes des roches. Nous observons ici des failles repères qui ont été décalées par la faille. Voilà. Et le mouvement relatif, c'est que ce compartiment est monté par rapport à celui-ci, ce qui correspond bien à une faille inverse due à une compression avec un raccourcissement et un épaississement de la croûte. Les chevauchements. Ici, par exemple, on observe le Trias qui repose sur l'Éocène. Étant donné que l'Éocène est plus récent que le Trias, c'est l'inverse qui devrait exister. Il s'agit donc bien d'un chevauchement. Quels sont maintenant les indices, au contraire pétrographiques, c'est-à-dire dans les roches, d'un épaississement de la croûte continentale? Bien ici, par exemple, on observe une roche qui est du gneiss et qui est caractérisée par une foliation, c'est-à-dire la présence de lis clairs et de lis foncés. Les lis clairs étant formés de quartz transparent, de feldspath blanc plus ou moins étirés, qui correspondent à ces espèces d'yeux que vous voyez à l'intérieur de la roche. Les lis sombres doivent leur couleur, par contre, à l'abondance de mica noir, qu'on appelle aussi biotite, qui est plus importante en quantité par rapport au quartz et au feldspath. Ainsi, les minéraux ont subi une pression suffisamment importante pour qu'ils soient orientés selon un plan qu'on appelle un plan de foliation. Ceci témoigne de haute température et surtout de haute pression, caractéristique d'une roche qui a été enfouie à grande profondeur, justement en relation avec l'épaississement de la croûte. Un autre exemple de roche est la migmatite. La migmatite, c'est une roche un peu particulière qui a une trame de plissement. On observe aussi des lis clairs, toujours formés par du quartz et des feldspaths, des lis sombres, formés plutôt de biotite, c'est-à-dire de mica noir en priorité. Et puis, on observe à l'intérieur de cette roche des filonnés qui recoupent les feuillets de gneiss et qui correspondent en fait à un magma qui a cristallisé sous forme souvent de granit. Les migmatites peuvent être aussi recoupées par d'autres types de roches, mais néanmoins, les migmatites sont caractéristiques de la dernière étape du métamorphisme. En effet, la roche va fondre localement à cause des pressions et des températures très importantes qu'elle subit. Et cette fusion va engendrer donc un magma qui va ensuite cristalliser sous forme de granit. Ceci s'appelle l'anatexie, lorsque une partie de la roche peut fondre
pour donner un magma qui va ensuite recristalliser sous forme de granit. C'est le dernier, ce n'est plus du métamorphisme, puisque je vous rappelle que le métamorphisme, c'est un changement d'association minérale, une transformation de la roche à l'état solide.